Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans ce décryptage, on va s'attaquer à une réalité aux enjeux absolument colossaux. Les échecs, parfois très spectaculaires, de l'intelligence artificielle dans les milieux professionnels de haut niveau. On a tous entendu parler des prouesses incroyables des grands modèles de langage, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est de savoir ce qui se passe quand ces systèmes déraillent complètement, en pleine salle d'audience ou pendant des analyses de données ultra critiques. Notre but ici, c'est de décortiquer la mécanique de ces échecs, de comprendre les vraies causes techniques à la racine et surtout d'explorer les solutions d'ingénierie qui marchent vraiment pour réparer tout ça. Au programme d'aujourd'hui, on va parcourir ce cheminement. D'abord, la crise des hallucinations de l'IA, ensuite l'anatomie de la dégradation du contexte, comment mesurer ce mirage, la fameuse solution de la divulgation progressive et pour finir, le protocole de vérification. Commençons tout de suite par notre premier point, la crise des hallucinations de l'IA. Regardons un peu ce chiffre. 1348. C'est absolument stupéfiant. Il s'agit du nombre de cas documentés d'hallucinations juridiques de l'IA à l'échelle mondiale, recensés jusqu'en avril 2026 par la base de données Damien Charlotin. Et attention, on ne parle pas ici d'erreurs de débutants. Près de 40% de ces cas impliquent des avocats qualifiés ou des professionnels du droit. Ça montre bien qu'on est face à un problème systémique qui prend énormément d'ampleur à grande échelle et pas juste un petit bug passager. Et l'évolution est d'ailleurs assez effrayante. On est passé de petites maladresses de ChatGPT en juin 2023, avec l'affaire Mata contre Avianca qui s'est soldée par une amende de 5 000 $, à des conséquences beaucoup plus lourdes. En mai 2025, l'affaire Laissé contre State Farm a généré environ 31 000 $ de frais. Et là, on parle de grands cabinets qui utilisaient des outils d'IA spécialisés. Puis, le choc d'avril 2026, le cabinet d'élite Sullivan & Cromwell soumet une requête avec plus de 28 citations totalement erronées, générées par l'IA dans une affaire de faillite majeure. L'ironie de cette situation atteint des sommets quand on lit leurs excuses. Sullivan & Cromwell, c'est un cabinet qui conseille littéralement sur le déploiement éthique et sûr de l'IA, et pourtant, ils se sont fait piéger par des modèles qui ont fabriqué de la jurisprudence de toutes pièces. Ce qu'ils avouent ici, ce n'est pas seulement que la machine a fait une erreur, mais surtout que le processus de révision humain n'a pas réussi à identifier ces fausses citations. C'est ça le vrai problème. Ce qui nous amène à comprendre comment ça marche à l'intérieur. Passons à notre deuxième point, l'anatomie de la dégradation du contexte. Le concept technique central ici, c'est ce qu'on appelle la dégradation du contexte ou context rot en anglais. Pour faire simple, imaginons un employé de bureau extrêmement brillant. Si on lui confie un seul dossier bien précis, il va faire un travail impeccable. Mais si on inonde soudainement son bureau avec des dizaines de milliers de documents inutiles et bruyants, sa concentration va chuter. Pour l'IA, c'est exactement pareil. Les instructions qui sont enfouies loin dans le texte finissent par être oubliées, les contradictions s'accumulent et le ratio entre le signal utile et le bruit de fond s'effondre littéralement. Les données du benchmark LOCA, qui est conçu exprès pour évaluer les agents sur de longs contextes, nous montrent des symptômes super clairs. Plus on rallonge le contexte, plus le raisonnement complexe s'effondre. Le modèle oublie ses instructions de départ, et pire que ça, on observe ce qu'on appelle une exploration insuffisante. En gros, le modèle devient impatient. S'il doit chercher dans un catalogue de 200 pages et qu'il ne trouve rien sur la toute première page, il va tout simplement baisser les bras et affirmer que l'information n'existe pas. Et puis, il y a ces fameuses incohérences. Il peut lire un chiffre exact comme 1,61 et au moment de le recracher des milliers de mots plus loin, il va inventer un 2,46 sorti de nulle part. Et puis, il y a ces fameuses incohérences. Il peut lire un chiffre exact comme 1,61 et au moment de le recracher des milliers de mots plus loin, il va inventer un 2,46 sorti de nulle part. Ça illustre brillamment à quel point ces systèmes sont fragiles. Regardons le rapport de l'indice IA 2026 de Stanford. La précision du modèle GPT-4o s'effondre de 98,2% à seulement 64,4%. Pourquoi ? Juste parce qu'on a présenté une fausse déclaration, non pas comme un fait absolu, mais comme une simple croyance de l'utilisateur. Et pour d'autres modèles, comme DeepSeek R1, la chute est vertigineuse, jusqu'à 14,4%. Face à ces illusions sémantiques, la capacité du modèle à séparer la vérité de la croyance vole complètement en éclats. Voyons maintenant les données concrètes. On passe à notre troisième point, mesurer le mirage de l'IA. Les données du Stanford Reg Lab sont assez implacables. Même les outils d'IA d'entreprise qui sont spécialement entraînés pour le droit ne sont pas à l'abri. Westlaw AI affiche un taux d'hallucination d'environ 33% et LexisPlus AI tourne autour des 17%. Alors oui, c'est largement mieux que les 58% d'échecs d'un modèle généraliste comme GPT-4 sur des questions juridiques, mais la conclusion est sans appel. Aucun de ces outils ne peut produire un travail utilisable tel quel sans une supervision et une validation humaine derrière.
Et ce que le benchmark à lui éval nous prouve, c'est fascinant. Ces hallucinations, c'est pas juste des petits bugs qu'un simple correctif va régler demain. C'est une véritable faille de traitement au niveau de l'architecture même de l'IA. De tout petits éléments linguistiques, comme des simples négations ou des modificateurs, provoquent une instabilité catastrophique de l'attention du modèle dès les toutes premières couches de calcul, précisément entre les couches 2 et 4. Et le plus fou, c'est que ça se produit peu importe la taille ou la puissance monumentale du modèle. Quand on regarde de plus près les types d'erreurs, le constat est clair. Le mode de défaillance le plus courant, et de loin le plus dangereux, c'est la fabrication pure et dure. Plus de 1100 cas documentés concernent du contenu qui n'existe absolument pas. Ensuite, on a le matériel déformé, avec plus de 540 cas, où le document original existe bien, mais l'IA décide d'en modifier complètement le sens ou d'inventer des fausses citations à l'intérieur. Heureusement, des solutions existent. Abordons notre 4e point, la solution de la divulgation progressive. La différence d'approche est flagrante. Notre premier réflexe, c'est souvent de faire du chargement monolithique, c'est-à-dire de balancer d'un coup tous les guides de style, tous les documents de référence et tout l'historique dans la mémoire de l'IA, en se disant au cas où elle a tout sous la main. Mais on l'a bien vu, ça détruit la qualité des réponses. L'alternative, c'est la divulgation progressive. C'est un concept emprunté au design d'interface et ça consiste à donner à l'IA un seul et unique document, celui dont elle a besoin à la seconde précise où elle effectue une tâche donnée, et juste après, on lui retire. Pour faire ça bien, il existe plusieurs stratégies super dynamiques. Le chargement par index, par exemple, donne d'abord une sorte de sommaire à l'IA. Elle le lit et ne télécharge que le fichier dont elle a réellement besoin. On a aussi le modèle Scout, où une petite IA secondaire analyse vite fait la tâche pour ne préparer que les documents utiles. Ou encore le chargement par phase. On segmente le travail. D'abord, l'IA fait sa recherche avec les bons documents, ensuite on vide sa mémoire et on lui donne d'autres documents spécifiques pour la phase de rédaction. Ça permet de garder l'attention de la machine hyper focalisée et en prime, ça réduit drastiquement les coûts informatiques. Et les résultats du benchmark LOCA valident cette méthode à 100%. En utilisant des stratégies avancées pour gérer le contexte, notamment en laissant l'IA appeler elle-même des outils de façon programmatique, la précision grimpe en flèche. Au lieu de forcer l'IA à lire des listes de résultats interminables, elle écrit un petit bout de code pour aller chercher directement la bonne réponse dans la base de données. Ça réduit massivement la mémoire utilisée et ça rend tout le processus beaucoup plus fiable. Enfin, abordons notre tout dernier point qui est crucial, le protocole de vérification. Parce que le message des instances de régulation ne laisse plus aucune place au doute. L'excuse du « Oh, mais c'est l'IA qui me l'a dit », ça ne passe plus du tout. Aujourd'hui, les règles de déontologie exigent une compétence professionnelle qui implique de comprendre ces risques. La responsabilité ultime pour vérifier tout ce qui sort d'une IA, elle repose toujours et entièrement sur les épaules du professionnel humain. Pour s'en sortir, il existe un protocole à 3 niveaux, très actionnable et super efficace. Chaque niveau correspond à un type de plantage de l'IA. D'abord, l'existence. Il faut ouvrir la vraie base de données pour confirmer que le document n'a pas été totalement halluciné. Ensuite, l'exactitude. C'est souvent l'étape la plus longue. On vérifie ligne par ligne que le texte généré correspond bien au document source sans aucune déformation. Et enfin, l'actualité. On s'assure que la source n'est pas périmée ou annulée. Et la règle d'or ici, chaque étape doit être faite par un humain avec accès aux sources primaires. On ne demande jamais, au grand jamais, à une IA de vérifier le travail d'une autre IA. Et pour clôturer ce décryptage, on doit se poser une question fondamentale. L'attrait de la rapidité et de l'automatisation est immense, on le comprend tous. Mais face à des systèmes qui gèrent des contextes de plus en plus longs, est-ce que nos organisations arrivent vraiment à équilibrer cette course à la vitesse avec une responsabilité humaine rigoureuse ? Quand on voit les chiffres, on sait qu'une confiance aveugle mène droit au désastre. L'IA est un outil fantastique, c'est indéniable, mais sa vraie puissance ne se révèle que si on l'encadre avec une architecture intelligente et des vérifications béton. Est-ce que ces garde-fous sont vraiment en place aujourd'hui dans nos méthodes de travail ? C'est sur cette réflexion cruciale qu'on va se quitter.